Bonjour à tous et bonjour Jacqueline, les femmes d'abord, bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Bien. Jacqueline Roche qui a réalisé le documentaire Vers un climat artificiel dans lequel a participé Patrice Ernu. Patrice Ernu qui a participé à ce documentaire et vous avez également un très beau CV. Docteur en mathématiques et en économie appliquée, professeur en économie et en développement durable au sein de l'université Paris-Dauphine. C'est quand j'étais jeune. C'est vrai? Oui, il y a longtemps. Et vous avez également participé à la fondation de Génération Écologie, à la rédaction de nombreux programmes écologiques, du premier pacte écologique de 1996 à la fondation d'Écologie Bleue, puis de Valeurs Écologie. Vous êtes à l'origine de plusieurs initiatives économiques et politiques comme la Global-Localité et le Bretton Woods du carbone, à l'origine également de nombreuses initiatives associatives environnementales et animateurs de cercles de réflexion comme le Forum mondial du développement durable. Nul n'est parfait. On pourrait dire ça comme ça. Alors, vous avez participé à ce documentaire Vers un climat artificiel. Jacqueline, d'où vous est venue cette idée de scruter le ciel et d'en faire un documentaire? Pourquoi on fait un documentaire sur le ciel et pourquoi on se pose cette question que l'on pourrait aller vers justement un climat artificiel? Ce travail est né de l'observation, parce que pour raison professionnelle, j'ai des années de repérage de photos, dès les années 90, de repérage photo du ciel. Et en fait, j'ai gardé une très bonne mémoire du ciel des années 90. Et il m'apparaissait évident qu'entre ma mémoire photographique des années 90 et l'observation du ciel ici et maintenant, il n'y avait pas photo. C'était vraiment le cas de le dire. Alors j'ai cherché l'info, et l'info existe, et elle est officielle. Ce documentaire relie des informations officielles, mais surtout factuelles. Et surtout, sans ma rencontre avec M. Patrice Ernu, ce documentaire n'aurait pas pu exister. Il nous conduit tout au long du documentaire en nous expliquant de façon relativement simple des sujets aussi complexes que le climat, la géo-ingénierie ou le cycle de l'eau. Comme il est économiste de formation, il n'oublie pas les enjeux économiques. Bref, travailler avec M. Patrice Ernu est vraiment intéressant et agréable. Mais la question que je me pose maintenant et ici, c'est pourquoi il existe une telle omerta sur ce sujet qui nous concerne tous. Il s'agit entre autres de l'air que nous respirons, de la lumière qui nous manque, des vitamines que l'on ne trouve plus qu'en complément alimentaire, de l'acidification des eaux au pH de notre corps. En fait, toutes ces observations, toutes ces informations réunies, il m'est juste apparu respectable, en démocratie, on va le dire entre guillemets, que nous ayons accès à ces informations sans le monopole de l'information. Les avis contradictoires font avancer les débats pour aboutir à des solutions dans l'intérêt commun, et on espère tous ça, je pense. Donc, M. Ernu va nous donner plus d'explications, surtout sur le cycle de l'eau et toutes ces choses si complexes à comprendre. C'est vraiment grâce à lui que j'ai compris tout ça. Alors, on va passer cette bande-annonce de ce documentaire Vers un climat artificiel avant de débuter ce débat. Et vous pourrez bien sûr nous joindre au 08 92 23 95 20 pour toutes vos questions. Vers un climat artificiel, ce documentaire qui est en ligne et que l'on peut voir immédiatement, dans la soirée, dans la nuit, dans la journée, dans le week-end, dans la semaine, sur le site justement film et documentaire.com. Vous pourrez retrouver ce documentaire en intégralité. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage.
Alors, la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Alors, Monsieur Ernu, existe-t-il un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques ? Vous avez une façon de poser la question qui est un peu directe, on va dire. Les traînées d'avion, ce n'est qu'un des aspects possibles de la géo-ingénierie, qui recouvre bien d'autres procédés. Alors, les traînées d'avion ont très certainement une influence sur le climat. D'ailleurs, dans le documentaire, cela est montré. On en a eu la preuve le 11 septembre, puisque pendant 4 jours, tous les vols ont été interdits. Et il a été possible d'observer les variations que cette absence de traînées pouvait induire sur le climat. Donc il y a effectivement une relation. Et c'est parce que cette relation existe que peut-être certains scientifiques, certains industriels, certains militaires, certains stratèges envisagent d'utiliser ces traînées pour maintenir, éventuellement, pour contribuer à maintenir la température dans les objectifs des grandes conférences internationales. Bon, maintenant, est-ce que c'est possible ? Est-ce que cela est envisageable ? C'est une autre question. Mais ce qu'on appelle les chemtrails, c'est un des aspects de la géo-ingénierie. Alors dans le film, évidemment, on voit beaucoup ce ciel rayé de traînées, parce que c'est ce qui a conduit Jacqueline à entreprendre ce documentaire. Bon, personnellement, moi, je m'intéresse à bien d'autres aspects que les traînées d'avion, qui est un sujet extrêmement débattu, et qui est même parfois un sujet difficile, parce que ce que nous essayons de dire dans ce documentaire, on essaie de dire plein de choses. Bon, peut-être parfois trop d'ailleurs. Mais on essaie de dire notamment que la géo-ingénierie, elle est déjà dans les starting blocks, éventuellement non visibles, des grandes conférences internationales, et le public n'est pas tenu au courant. Alors, dans ces domaines, on a vite fait de classer ceux qui interviennent sur la scène publique entre complotistes et non complotistes. Et à partir du moment où vous êtes classé dans une des deux catégories, et notamment si vous êtes classé comme complotiste, vous n'avez plus droit à la parole. On dit « Ah ben il est un complotiste, par conséquent tout ce qu'il dit, c'est nul et non avenu ». Et comme nous, on essaie de s'adresser à tout le monde, à tous les publics,
on essaie d'amener le débat dans la sphère citoyenne et publique, il faut absolument éviter de rentrer dans ce débat. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur la question des chemtrails qui est au cœur de la discussion, complotiste, non complotiste, moi personnellement, je suis peut-être un peu plus prudent que Jacqueline, mais elle observe, ce qui est peut-être mieux encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que la géo-ingénierie, alors, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots, en quoi ça consiste? La géo-ingénierie, c'est l'ensemble des procédés industriels qui ont pour but d'empêcher les dérives climatiques, et notamment l'augmentation de la température. Et l'essentiel de ces objectifs, mais ce ne sont pas les seuls, c'est de soustraire du CO2 et du carbone à l'atmosphère, puisque dans les rapports du groupement international des experts climatiques, on explique que ce serait le niveau du CO2 qui serait à l'origine de l'augmentation de la température terrestre. Donc, il faut soustraire du carbone. Bon. Alors là, on est évidemment sur des débats relativement compliqués, parce que vraisemblablement, il n'est pas certain que ce soit le niveau du CO2 qui entraîne l'augmentation de la température terrestre. Il est clair que les émissions de CO2 jouent un rôle tout à fait néfaste, mais pas forcément de la manière dont on le dit. Et à partir de là, évidemment, tout le discours politique s'articule autour de cette idée. Trop de CO2, augmentation de la température, donc il faut soustraire du CO2 par des procédés industriels, puisque les gouvernements ne prennent pas les mesures qui sont proposées dans les grandes conférences internationales. Ça, on pourrait y revenir, et on verra que les décisions et les scénarios qui ont été proposés lors de la COP 21, celle de Paris, en novembre et décembre 2015, sont un peu, on va dire, un attrape-couillon, quoi, puisque les mesures devaient être prises avant 2018, nous sommes en 2018, et aucune des mesures n'a été prise. Donc on verra les conséquences que ça va avoir sur l'argumentation publique de demain, qui est déjà prête. Alors, il y a un autre débat qui circule. Y a-t-il réellement une augmentation de la température mondiale? Certains disent que ce n'est plus le cas depuis 10 ans. Certains vont dire également que la température serait même en baisse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez les mains dans le cambouis, si j'ose dire? Tout dépend du point de vue. Bon, vous savez que le climat est, sur de longue échelle, régi par un cycle qu'on appelle le cycle de Milankovitch, qui dure en gros 110 000 ans, 90 000 ans d'ère glaciaire et 20 000 ans de réchauffement. Donc nous sommes sur la fin de l'interglaciaire. Et au sein de ce cycle, il y a des périodes de réchauffement et de refroidissement en relatif. Nous sortons de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a culminé qui a été au plus bas en 1860. En 1860, la Tamise gelait l'hiver, on faisait de la glace dans des étangs, dans des quartiers de Paris qui portent le nom La Glacière, par exemple, parce qu'il y avait de la glace, toutes choses qui ont disparu. Alors évidemment, quand on montre les courbes d'augmentation de la température en prenant une origine à 1860, elles ne peuvent que monter. Vous voyez, c'est un peu le subterfuge qui est utilisé pour essayer d'amplifier le choc vis-à-vis de l'opinion. Bon. Depuis 10 ans, il y a eu une stabilisation des températures, mais qui est en réalité due à la crise industrielle. C'est-à-dire qu'il a suffi que le niveau de CO2 arrête de monter pour que les températures se stabilisent. Et c'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre les experts. Certains experts disent c'est le niveau du CO2 qui détermine le niveau de la température, et d'autres pensent qu'au contraire, c'est le cycle de l'eau, et que par conséquent, ce n'est pas le niveau du CO2, mais c'est le fait d'émettre plus vite du CO2 sur des courtes périodes. Or, c'est vrai qu'on émet de plus en plus vite du CO2 depuis l'ère industrielle, mais dans le passé, vous avez eu des niveaux de CO2, alors bien sûr, il faut remonter peut-être à plusieurs millions d'années, 23 fois supérieur au niveau actuel,
Et c'était précisément les périodes dans lesquelles la flore et la faune se portaient le mieux. Parce que pour qu'un arbre grandisse, il lui faut du CO2. Il lui faut du CO2. Lui, il respire comme nous, il a des poumons, ce sont les feuilles. Par la photosynthèse, il fixe le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Donc s'il y a de l'eau, de la chaleur, du soleil et du CO2, il est content. Il est content. Et donc s'il y a plus de flore, il y aura aussi plus de faune, un développement des animaux supérieurs. Et c'est justement dans ces périodes-là qu'on a vu le développement des formes les plus gigantesques de la vie, parce que justement il y avait beaucoup de CO2, parce que le corps humain est lui aussi formé d'eau, mais aussi de carbone. Alors quel est le problème si effectivement on a, soi-disant, voilà, on nous dit attention aux voitures, attention à ci, attention au CO2, si le CO2 est en quelque sorte bénéfique? Alors justement, le CO2 et la chaleur devraient être bénéfiques. À la fin de la période glaciaire, il y a eu ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire ce que dans les textes sacrés on appelle le paradis. C'était le paradis sur Terre. Parce qu'il faisait plus chaud que maintenant. Et les hommes, au lieu d'avoir à faire 80 km pour trouver leur pitance, l'ont trouvé à proximité. Donc les familles et les foyers se sont fixés, ont créé les premières villes, parce que grâce à la chaleur. La chaleur, elle est bénéfique. Vous savez, très souvent, dans les grands médias, on dit, vous voyez, les déserts avancent parce qu'il fait plus chaud. Ben, c'est faux. C'est quand l'atmosphère se refroidit que les déserts avancent. Et au contraire, quand l'atmosphère se réchauffe, la savane repousse, ou même parfois des fleurs, comme c'est le cas en Patagonie à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, puisqu'il fait plus chaud, relativement, on devrait être dans une espèce de nouveau paradis. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors à cause de quoi? Donc il y a d'autres problèmes. Ouais. Les autres problèmes, c'est d'une part que l'augmentation du CO2 a été trop rapide. Or, c'est ça qui provoque un certain nombre d'inconvénients sur lesquels je peux revenir. Et puis vous avez bien d'autres facteurs industriels, qui est par exemple l'ensemble des industries chimiques qui vont polluer soit l'atmosphère. Alors là, on revient sur les chemtrails et les composants qui se trouvent dans les carburants, mais aussi ceux qui se trouvent dans les produits qu'on utilise pour l'agriculture. Et donc globalement, le véritable problème, c'est ce qu'on essaie un peu de dire dans ce film, c'est que le problème numéro un, c'est pas tellement le réchauffement climatique, parce que c'est l'assèchement climatique. C'est-à-dire au fond, vous avez les océans, vous avez la biosphère, c'est celle dans laquelle les êtres vivants se trouvent, c'est-à-dire les hommes, la nature, la flore. Et l'eau qui est répartie à la surface de la Terre va se retrouver dans les différents compartiments. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez de moins en moins d'eau, de molécules d'eau, dans la biosphère. Donc vous avez un assèchement global. Assèchement des terres, aridification des terres, appauvrissement des terres, acidification des océans, etc. Et irruption d'un grand nombre de nanoparticules dans l'atmosphère. Qui viennent d'où? Qui viennent des carburants des avions. D'accord. Voilà, donc après vous avez une autre question, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ça c'est la question... Ça sera pour plus tard. Ça, on va dire, voilà. Ça c'est le morceau de choix, vous voyez, ça, voilà. Bon. Et moi je résume souvent tout cela par une image. C'est l'eau va trop vite du ciel à la mer. Et donc elle évite de s'infiltrer dans les terres, les nappes phréatiques s'appauvrissent, les aquifères profonds sont pour la plupart taris, ce qui provoque des pluies diluviennes dans certaines régions, de l'assèchement des terres dans d'autres. C'est les deux faces d'une même pièce, qui est celle de l'assèchement. Et en réalité, le réchauffement a plutôt tendance
à compenser les effets néfastes de cet assèchement, contrairement à ce qu'on entend. Car si la température moyenne, il faut encore définir ce que c'est que la température moyenne de la Terre, vous voyez, ça, c'est encore un autre débat. Hein. Mais supposons qu'on sache le faire. Si cette température s'abaissait, eh bien, ça serait encore pire. Parce que le refroidissement contribue à l'assèchement. Ce n'est pas la chaleur qui assèche, c'est le froid qui assèche. Oui. Donc, actuellement, vous avez effectivement un débat, parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'on se réchauffe ? Oui, on est dans un trend de réchauffement depuis 1860. On est dans une dizaine d'années de stabilisation, vraisemblablement à cause de la crise économique. Actuellement, on est en train de repartir. Et un certain nombre d'experts disent que le cycle de Munden, qui est un cycle de 60 ans, va nous conduire dans un refroidissement relatif, mais c'est un faible refroidissement par rapport, vous voyez, au train de réchauffement. Donc vous avez de grands débats d'experts à l'heure actuelle. Est-ce que le réchauffement marginal qui est provoqué par l'homme, plus le réchauffement naturel dans le cycle de moyen terme dans lequel nous sommes, va être compensé ou pas par l'entrée dans la période froide du cycle de Munden? Les Russes disent que oui, les Américains disent que non. Vous voyez, en réalité, personne ne le sait. Mais la question se pose. Alors c'est ce cycle de l'eau qui est intéressant. Vincent Courtillot nous parlait du fait que ce n'est pas le CO2 qui faisait le réchauffement, mais c'était que le réchauffement qui faisait le CO2. C'est-à-dire que notre ami le Soleil chauffe et fait sortir de l'océan du CO2. Donc on n'est pas les seuls fautifs avec nos scooters et nos voitures. Alors il a totalement raison sur les longues séries, sur les longues périodes. Si on regarde les courbes de température depuis 4 ou 5 millions d'années, ça va représenter un nombre assez important de cycles de Milankovitch. Et les niveaux de CO2, on voit très bien que le niveau de CO2 augmente après que la température se soit réchauffée, puisque le réchauffement, par des processus qu'on connaît très bien, va provoquer des émissions de CO2. Et ce CO2, comme je l'expliquais tout à l'heure, va permettre à la flore de se développer. Or, si les arbres se développent, ils fixent de l'eau, c'est un réservoir d'eau, puisque 70% c'est de l'eau, mais c'est aussi du carbone qui est fixé par la photosynthèse. Et donc le développement de la flore qui est provoqué par l'excès de CO2 qui a été libéré par l'augmentation de la température va servir de volant de compensation pour modérer l'augmentation de la chaleur. Par conséquent, sur le long terme, le CO2 ne provoque pas l'augmentation de la température, il va au contraire la modérer. Ça, c'est une certitude absolue. Il n'y a pas un scientifique au monde qui soit en mesure, ou d'ailleurs même qui a la prétention de nier cet argument, qui est un argument absolument d'évidence. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cycle industriel différent, parce que les évolutions dont je parle sont des évolutions qui se passent sur des dizaines et des centaines d'années. Vous voyez, quand on a une augmentation de la température, 100 ans après, on va avoir une augmentation du CO2 qui va contrarier l'augmentation de la température. Tandis que là, on a des émissions de CO2 qui se sont accélérées pendant la période industrielle. C'est pour ça que je parle souvent de gradient, de delta, de variation, en disant c'est la variation extrêmement rapide du niveau de CO2 qui provoque des désordres temporaires. Alors ça, c'est le grand débat que nous avons, Courtillot et d'autres, avec le GIEC précisément. C'est que le GIEC dit c'est le niveau. Non, aucun scientifique sérieux dit que c'est le niveau. Mais vous voyez bien que ça a des conséquences politiques, parce que si c'est le niveau, ça veut dire qu'il faut soustraire toutes les tonnes de CO2 par des moyens industriels, puisqu'on n'est pas capable de revenir en arrière, puisque dans les grandes conférences internationales, on nous dit qu'il faudrait revenir au niveau du CO2 de 1990. C'est impossible.
Alors que je dis, et je ne suis pas le seul, qu'il suffit de stabiliser le CO2 au niveau actuel, c'est-à-dire d'arrêter l'augmentation positive pour qu'un certain nombre des désordres qui sont engendrés par le CO2 s'interrompent eux-mêmes, parce que le véritable moteur du climat, ça n'est pas le CO2, à 60%, c'est l'eau qui est dans l'atmosphère. Et c'est le cycle de l'eau, c'était ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle de l'évaporation, le cycle de l'introduction du gaz carbonique dans les océans, parce que là, il y a effectivement aussi, à chaque fois que le niveau de CO2 augmente dans l'atmosphère, un certain nombre de grandes masses de ce gaz vont être absorbées par les océans jusqu'à un certain plafond. Et quand ce plafond est atteint, par un mécanisme qui est très bien connu, le pH de l'océan va diminuer et donc l'eau va s'acidifier de telle manière que cette eau, cet océan va pouvoir absorber un peu plus de CO2 que ça n'était possible sous le plafond antérieur. Et ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire que si on augmente et qu'on accélère les émissions de CO2, les océans s'acidifient, mais pas seulement les océans, toutes les eaux de la planète, les lacs progressivement, les cours d'eau, les rivières, et au bout de la chaîne, il y a nous. Voilà, c'est-à-dire les eaux du corps, 70% des molécules, premier facteur de la santé, et un dérèglement même infime du pH de notre corps aboutit, peut-être pas, ça se discute, à créer de nouvelles maladies, mais à faire en sorte que les terrains préexistants vont créer plus de maladies, qu'elles vont se développer, peut-être elles vont être avec des morbidités plus graves, donc être plus graves. Donc on a un certain nombre, il y a un grand nombre de grands médecins qui aujourd'hui disent, bon, il y a les molécules, il y a les nanoparticules, dans le bac à sable, il y a 200 particules cancérogènes, enfin c'est épouvantable. Mais en plus de ça, ça vient dans un corps dont le pH est légèrement abaissé, donc il ne correspond pas à sa constante naturelle. Donc un certain nombre de maladies vont se développer plus facilement sans que forcément ça en soit la cause directe. On peut appeler ça une cause systémique, oui. Alors, du coup, tout ça n'est pas très rose, mais ce que vous venez de nous dire, mais en même temps, concernant cette histoire de CO2, finalement, tout n'est pas vain. Il y a quand même une possibilité, si on est raisonnable, d'effectivement stabiliser cette augmentation de CO2, de la laisser à un certain niveau, ou c'est compliqué? Non, c'est exactement, vous avez... Si la conjecture que je forme, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait un certain nombre... Il commence à y avoir un certain nombre d'études scientifiques, on les voit apparaître dans les vraies revues comme Nature, Science, etc., que c'est le cycle de l'eau qui commande en réalité la machinerie du climat. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il suffirait en effet de stabiliser les émissions de CO2 pour commencer à lutter efficacement contre un certain nombre de désordres. Alors on voit bien que politiquement c'est extrêmement important, parce que c'est pas du tout ce qu'on dit aux gens. On dit il faut retourner en arrière, il faut soustraire des milliards de tonnes de CO2 par des procédés industriels. Bon. Or, il est normal qu'on affole le citoyen. Parce que, vous voyez, ce qui se passe, c'est que si on dit on ne peut pas y arriver, il faut qu'il y ait des procédés de géo-ingénierie, c'est-à-dire des procédés industriels de masse, qui soient utilisés pour contrarier les effets de l'industrie humaine sur le climat. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, dans ce cas-là, à quoi ça sert qu'on fasse des efforts? Et de toute façon, les efforts qu'on demande aux citoyens, en général, sont vains, ils n'ont pas de rapport avec les causes.
Bon, vous avez des nuages sur Paris, et ils ne sont pas dus aux voitures qui circulent, ils sont dus à des industries polluantes dont je ne situerai pas la localisation pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles. Oui, mais on essaie de culpabiliser le citoyen, toujours, systématiquement. Mais s'il a le sentiment qu'il faut faire des efforts dont les États sont incapables, il va continuer à se comporter de la même façon. Donc on va arriver à des situations où on va dire il n'y a que la géo-ingénierie qui va être capable de lutter. Bon, en revanche, si effectivement il suffisait, dans un premier temps au moins, de stabiliser les émissions pour avoir des bénéfices directs sur le climat, je pense que les gouvernements et les opinions diraient faisons-le. C'est pour ça que j'ai parlé à un moment donné ce que j'appelais le Bretton Woods du carbone, ou le carbone échange standard, en disant plutôt que de taxer la consommation du citoyen, pourquoi ne pas réguler la consommation de fossiles à l'échelle mondiale, alors qu'elle continue d'augmenter. Oui. Donc, la considération des mécanismes du climat a des conséquences sur les politiques qu'il faut mener. Donc, si on ment ou si on travestit un peu la vérité dans les grandes conférences internationales, il est clair qu'on ne prend pas les bonnes décisions et l'opinion ne soutient pas les bonnes décisions. On parle de politique, les politiques le savent que cette histoire de CO2 n'est pas forcément celle qu'on entend dans les médias. Les politiques se posent la question parce que j'ai fréquenté quand même un grand nombre de partis politiques. J'ai fait un peu de zapping, comme on dit, pour essayer de porter une parole d'écologie réaliste dans les partis, mais écolo rigolo. Voilà. Donc c'était très difficile de se faire entendre. Mais les politiques, ils se fondent sur quoi? Ils se fondent sur les éléments de discours qui sont produits par le GIEC, l'IPCC, lors des grandes conférences internationales. On nous parle souvent, toujours même, du rapport du GIEC, qui comporte entre 1500, maintenant jusqu'à 3000 pages. Il y a une première synthèse de ce rapport qui fait une centaine de pages, et puis il y a une seconde synthèse qui s'appelle le rapport aux dirigeants, le rapport de synthèse aux dirigeants, qui fait 20 pages. Ce sont des éléments de discours, et ce sont les seuls que lisent les gouvernements, les ministres et les cabinets. Ils sont faits pour eux. Donc la question d'ailleurs qui se pose et qui est posée dans le film, mais le film n'y répond pas, parce que ça, Jacqueline expliquera, elle a pris le parti de ne jamais opposer son propre jugement par rapport à des faits, mais simplement d'exposer les faits. Et donc, c'est une des questions qui est débattue. Vous avez dans le film, je crois, une altercation entre Jean Jouzel et je ne sais plus quel journaliste. L'un disant, mais attention. Un juriste qui précise que même dans les statuts du GIEC, il y a l'article 11 qui dit que c'est les politiques qui décident et pas les scientifiques. C'est dans les statuts du GIEC, voilà. Même à l'origine. Du rapport final. Donc par conséquent, le rapport final, il est élaboré par des politiques pour eux-mêmes. Ce sont des éléments de discours pour leur cabinet, pour eux-mêmes, de telle manière qu'ils puissent parler l'opinion en ayant l'air intelligent. Vous voyez, donc on leur explique ce qu'il faut dire. Bon. Alors évidemment, pensez bien qu'aucun des politiques, y compris des experts qui font ce rapport de synthèse, ne lisent les 3000 pages du rapport du GIEC, qui, elles, sont réellement établies par des scientifiques. Donc toute l'argumentation est, pas prendre parti, mais c'est là qu'il y a polémique. Parler de Courtillot, il en parle souvent, à juste titre d'ailleurs, c'est que on nous dit le rapport il a été établi par 3500 experts climatiques, de météo, répartis sur l'échelle de la planète, et tous les points de vue sont intégrés dans le rapport du GIEC. Alors ceux qui sont anti-GIEC, vous voyez,
les anti-réchauffistes, etc., ils disent c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Parce que le problème il n'est pas là. Et si c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans cette querelle entre les réchauffistes et les anti-réchauffistes, entre les GIEC et les anti-GIEC. Parce que, en réalité, je dis souvent, les réchauffistes et les anti-réchauffistes, ils sont complices, d'une certaine manière, pour s'approprier le débat et empêcher qu'au fond, l'opinion et les experts se fassent une véritable analyse de la situation. Ce qui se passe, c'est que dans ce rapport de base, il y a effectivement presque tout, enfin la plupart des travaux scientifiques les plus pointus. Mais et notamment, moi je les ai enseignés à l'université en obligeant mes étudiants à les étudier, à les lire ligne par ligne, y compris pour moi, vous voyez, sur des cycles annuels. On voit bien qu'il est clairement expliqué que c'est le cycle de l'eau qui est le principal régulateur du climat. Mais quand vous lisez le rapport de synthèse, on vous dit c'est le niveau du carbone, du CO2. Ah oui, alors c'est compliqué, alors du coup. Alors comment on fait ? Voilà, comment on fait ? Vous voyez, donc on peut. Alors dans le film, on voit ce journaliste et Jean Jouzel s'invectiver. C'est un juriste, hein. Voilà, sans raison. L'un dit, mais vous voyez bien, dans les statuts du GIEC, on nous explique que c'est les politiques qui font le rapport. Et Jean Jouzel dit non, ce sont les scientifiques. On ne peut pas en sortir. Ce sont les politiques qui sont censés le faire à partir du rapport scientifique. Mais quand on demande à des étudiants pendant une année d'étudier et de comparer mot à mot les 20 pages de la synthèse avec le rapport du GIEC, on voit bien qu'il y a des désaccords profonds. Alors le cycle de l'eau est bien sûr mentionné dans le rapport de synthèse, mais on appelle ça une rétroaction, comme si c'était une conséquence postérieure, alors que toutes les études montrent que c'est l'inverse. Oui. Donc là, il y a quand même un véritable problème. C'est vrai qu'on est du coup un petit peu paumé, perdu, mais même nos politiques sont sur des bases de données qui sont si ce n'est fausses, en tout cas tronquées, pas forcément les bonnes. Insuffisamment informées. Voilà. On ne peut même pas les accuser de mentir, puisque leur cabinet, leurs experts, ont lu le rapport de synthèse. Alors pourquoi on se contente à ce rapport de synthèse et pourquoi dans ce rapport de synthèse il n'y a pas l'information capitale ou en tout cas intéressante ? Mais ça vous pose une question pour le coup capitale. Mais je n'ai pas la réponse. Alors, bon, non, mais il faudrait faire peut-être un autre film, mais avec une véritable journalisme d'investigation, pour essayer de comprendre comment s'élabore ce rapport. Il est élaboré essentiellement, bon, évidemment, ce sont les politiques qui ont le dernier mot, et non pas les scientifiques comme on nous le dit, mais il est élaboré par une université anglaise qui a un accord privilégié avec le groupement international des experts climatiques. Donc vous voyez, il y a tout un système, et ceux qui élaborent ce rapport sont subventionnés par le GIEC et touchent les subventions. Donc de là, on peut penser qu'ils sont enclins à aller dans le sens du discours qu'il leur est demandé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui demande. Et ça, c'est assez obscur. Ouais. Et pourquoi Pour quelle raison on pourrait effectivement... Alors moi, mon analyse personnelle, mais ça n'engage que moi, je crois que Jacqueline est à peu près d'accord là-dessus, c'est que je crois qu'on nous prépare l'avènement d'une industrie gigantesque, qui est l'industrie de la géo-ingénierie,
qui un jour va remplacer celle du pétrole, qui est déclinant. Et donc, on va tout mixer, construire des satellites miroirs géants pour renvoyer une partie du rayonnement solaire, qu'on appelle l'effet albédo. Pulvériser, pourquoi pas, des nanoparticules dans l'atmosphère qui ont les mêmes propriétés, encourager l'adjonction au carburant des avions des ajouts chimiques qui rendent ces carburants plus productifs et moins polluants, sous le prétexte qu'ils vont eux aussi contribuer à faire écran au rayonnement solaire. Là, ce sont les projets qui ont été effectivement déposés. On est dans Geostorm. Vous avez vu ce film Geostorm où effectivement... C'est Geostorm, voilà. Et on va dissoudre des pans de montagne parce que la dissolution des roches contribue à baisser le CO2 au point qu'on pense que dans 400 millions d'années, là c'est une anecdote, il y aura une telle érosion qu'il n'y aura plus de CO2 à la surface de la Terre, donc l'inverse de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, et donc il n'y aura plus d'organismes vivants, la Terre sera morte, bien avant que le Soleil ne l'ait englouti. C'est la disparition du CO2 qui nous attend, c'est pas l'augmentation, hein. Là on risque pas grand-chose. On propose aussi de dissoudre des composés dans l'océan, de dissoudre, déverser de la chaux. Mais chacun de ces procédés ne peut en aucun cas parvenir à résoudre les problèmes. Par exemple, si on déversait de la chaux, toute la flotte maritime existante ne suffirait pas à la déverser, pour vous donner une image. Ah oui, d'accord, oui, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc il faudrait mixer tout ça dans une industrie absolument gigantesque. Et je ne sais pas si on peut aller plus loin, parce que je ne voudrais pas être borderline, comme on dit. Mais si on regarde qui finance tout ça, en général, sauf peut-être dans les pays du Golfe, mais ce ne sont pas les grandes industries du pétrole qui sont contraires déclinantes. Ce sont plutôt les grandes compagnies qui par ailleurs font des efforts financiers assez importants pour nous conduire vers l'homme augmenté. C'est pour ça qu'on parle de climat artificiel, parce que c'est un climat artificiel pour un homme artificiel. Voilà. Et je pense que les deux font la paire et qu'on va progressivement vers ça, y compris à l'insu de notre plan. Reculé et caché, qui programme cette évolution. C'est une évolution qui est au fond dans les gènes de l'industrie et qui va remplacer l'industrie du pétrole. Et c'est en cela que le cri d'alerte de Jacqueline et le mien se complète, parce que Jacqueline, elle a regardé le ciel, et moi j'ai dit, on nous emmène quelque part vers une nouvelle industrie dont le citoyen n'a absolument pas conscience, il n'est même pas informé, et ça se fait dans son dos. Et ce que nous avons ajouté dans le film, c'est que ces projets-là, ils étaient tous sur le bureau de la COP21. Qui en a parlé? Ah, donc il y a déjà eu de la pub pour les projets, c'est ça? Ils sont là. Ils existent. Ils existent, puisque sur le bureau de la COP21, il y a eu 116 projets qui ont été déposés. Pour le global, pour maîtriser le climat. D'accord. 116 scénarios. Oui. D'accord. Et sur ces scénarios, il y en avait 15 qui étaient sans recours à des procédés industriels de retrait massif du carbone, donc de la géo-ingénierie. Donc quelque chose de soft, de bio, de bio, voilà. De quelque chose de naturel, si on peut dire. Voilà, si on peut dire. De certaine façon. Dans un premier temps. Voilà. Et puis il y en avait 101 qui au contraire devaient recourir à des procédés de géo-ingénierie à des titres divers.
Mais pour que les 15 scénarios soient applicables, il fallait que les mesures qui étaient proposées aux États lors de la COP21 et qui ont fait l'objet de l'accord soient appliquées dès 2019, dès 2018, c'est-à-dire maintenant. Or, on a vu certains cris d'alarme nous expliquant que les États n'avaient pas pris les mesures qui leur avaient été demandées. Et il n'y aura pas de COP, de conférence des parties, semblable à celle de Paris, c'est-à-dire avec un véritable pouvoir de contrôle de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, avant 2025. Il y en aura d'autres. Il y a eu celle du Maroc, la COP22, il y a eu la COP23. Mais ce sont des étapes, en quelque sorte, qui n'ont aucun pouvoir politique et n'ont pas du tout la même importance que celle qui s'est tenue à Paris. Et donc on est en roue libre. On est en roue libre et on descend une vallée sans contrôle. Et les dates limites sont déjà atteintes. Alors maintenant, les experts disent, bon, on a peut-être encore 1 an, 2 ans. Mais on voit très bien le discours qui commence à poindre à l'horizon. C'est qu'à un moment donné, les experts vont dire, vous n'avez pas pris les mesures qui étaient nécessaires. Et par conséquent, pour atteindre les objectifs que la COP21 s'est fixés, il faut recourir à la géo-ingénierie. Et ceux qui s'y opposeront apparaîtront comme des anti-environnementalistes, des voilà. Donc on va renverser la charge de la preuve. Les méchants seront les bons et réciproquement. Alors qu'on a bien compris que normalement on ne devrait avoir presque recours à rien puisqu'il suffit de stabiliser le CO2. Mais stabiliser, par exemple, sur Paris et sur plein d'endroits, on dit que c'est les voitures, mais jamais il est question de la pollution des avions ou du maritime. Et on sait très bien que Airbus, c'est des records de bénéfices et ils ont des prédictions pour les années proches, là, qui sont énormes. C'est-à-dire que nous, effectivement, toutes les mesures sont prises au sol. Nous, au sol, on ne peut pas avoir ni de moto, ni de voiture. Mais au-dessus de la tête, on a 30 avions qui sont complètement déréglementés, dont ils ont même des détaxes sur le kérosène et ne sont absolument pas comptabilisés dans le CO2, ni dans les accords de la COP21, nulle part, ils en parlent. Donc, c'est des mesures qui sont concomitante avec ce rapport du GIEC qui est aussi très bizarre. C'est-à-dire que quand on regroupe, c'est vraiment un puzzle, mais quand on met tout ensemble, il y a un programme qui se fait pour aller vers un monde extrêmement artificiel, oui, peut-être même jusqu'au transhumanisme. On est en droit de se poser la question. Moi, c'est la question que je me pose, surtout pour les générations futures. Et alors tout ça profite à qui? Parce qu'on a parlé, ça va remplacer l'industrie du pétrole, mais le pétrole c'est de l'énergie. La géo-ingénierie c'est pas de l'énergie, donc pourquoi on devrait remplacer l'un par l'autre, monsieur? Parce qu'on passe progressivement au digital, à des effets de levier d'énergie, et je ne sais pas si vous avez, bien sûr, vous avez observé le débat américain, où les gens s'étonnent de voir Trump, par exemple, prendre des mesures qui apparaissent contre le transhumanisme, contre les excès des majors, contre les excès de Google, contre les excès d'Apple, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il défend l'industrie traditionnelle du pétrole. Il défend les grandes majors. Or, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que, vous voyez, vous avez un combat industriel au-dessus des États entre le secteur énergétique traditionnel, gaz, charbon, pétrole, schiste, bitumeux, et puis les nouvelles activités qui font au fond de la plus-value par effet de levier sans la fonder forcément sur une richesse qui est extraite de la Terre. Donc là, vous avez un débat philosophique et métaphysique, mais vous voyez bien qu'il y a un combat. Or, actuellement, les entreprises qui cofinancent en partenariat un peu public-privé d'une certaine façon, même indirectement, la géo-ingénierie,
sont souvent celles qui financent aussi les études sur l'intelligence artificielle, par exemple. Bon. Alors, je pense que ça ne peut qu'amener les observateurs à se poser des questions. Il se peut que nous ne puissions plus échapper à l'artificialisation de la nature, hommes et environnement confondus, compte tenu qu'il n'y a pas seulement le problème du carbone, il y a toute l'industrie chimique qui a tout pollué. Donc il va falloir qu'on se protège, qu'on vive dans une espèce de bulle qui comportera forcément un certain niveau d'artificialisation. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ce virage se passe dans le dos du public, sans débat, on joue les apprentis sorciers et on ne connaît pas les conséquences que peuvent avoir l'introduction de ces procédés. Parce que un procédé de géo-ingénierie, il va peut-être compenser un des effets de la dérive climatique, mais il va en créer d'autres. Et aujourd'hui, et comme tout cela, c'est un système complexe, c'est un système dont on n'est pas capable, pour l'instant, de mesurer les interactions. Et les conséquences. Et qui sera demain capable de mesurer toutes les interactions de ces systèmes complexes qui sont en train de se mettre en place? Eh bien, l'intelligence artificielle, justement. Tiens donc. Alors, vous voyez, quand on commence à raisonner, on n'est pas dans la théorie du complot. Moi, je pense même que de dénoncer des complots avec des gens dans des coins qui imagineraient des choses, c'est une manière d'empêcher peut-être les citoyens de commencer à comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut s'abstraire de cette idée qu'il y aurait des complotistes et des non-complotistes. Il faut essayer de regarder la complexité du système dans lequel nous sommes en train d'entrer. De trouver ça logique, puisque... De trouver ça logique, parce qu'il y a forcément une logique, qui est une logique intrinsèque, et de poser évidemment une question, mais on n'est pas les seuls à la poser, c'est comment on repense la démocratie dans tout ça. Comment on repense le pouvoir du citoyen. Oui, parce qu'on va défigurer... on va tout défigurer. Et nous compris, du coup. Et nous compris. Et très souvent, parce que souvent, on entend dire dans des conférences, mais comment se fait-il que les puissants fassent ça, puisqu'ils sont eux-mêmes victimes Ils respirent le même air que nous. Ils respirent le même que nous, ils mangent la même nourriture. Ils habitent la même planète. Les pommes, elles en font moins de vitamines, mais c'est pour eux comme pour les autres, et ainsi de suite. Bon. Parce que, justement, il n'y a pas de complot. Parce que c'est un système qui comporte, comme vous le disiez, une espèce de logique interne qui échappe pour beaucoup à l'intelligence des politiques et des observateurs, qui échappe d'ailleurs à la nôtre, et même elle a compris à la mienne, à nous tous. À qui elle n'échappe pas alors? À qui n'échappe peut-être pas, voilà. Et à l'intelligence artificielle. Oui. Non mais c'est ça la grande idée, c'est que la complexification de la vie, il n'y aura demain que l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques et tout, capables de la maîtriser. Et donc il y a un transfert de pouvoir, puisque ceux qui auront le pouvoir, c'est ceux qui auront la propriété ou la maîtrise de ces outils. Vous voyez, bon. Mais tant qu'on n'est pas dans ce nouveau stade, on joue les apprentis sorciers. Et tout ça échappe totalement au public. Donc, ça lui échappe, mais apparemment on va y passer. Alors, il faut une prise de conscience, c'est pour ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jacqueline, alors, qui a donc réalisé ce documentaire Vers un climat artificiel, point d'interrogation, alors que le ciel a l'air déjà pas mal artificiel de ce qu'on peut voir au quotidien. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce ciel? Qu'est-ce qui fait qu'il devient artificiel? Moi, ce qui est, je trouve, le plus gênant, c'est le manque de lumière, en fait. Il y a de moins en moins de lumière. Et quand le soleil perce, il est très très fort.
Alors je sais pas, est-ce que... On a Pour dit... moi, c'est la lumière Oui, qui vous gêne. Ah ouais. Enfin, qui vous gêne, qui est le manque de lumière plutôt. Oui. On a perdu, certains scientifiques, M. Arny pourra peut-être confirmer, 30 à 40% de lumière. Alors le soleil brillant, on a entendu dire que ça pouvait être également le champ magnétique terrestre qui évoluerait et qui ferait que le soleil n'aurait plus la même couleur. Mais c'est vrai que ce soleil blanc, alors qu'il était quand même un petit peu plus jaune, comme on le faisait sur les dessins, comme on peut le retrouver sur des anciennes photos, il a changé de couleur, effectivement. Ça vient de ce qu'il y a dans le ciel, du coup ? Ça vient sans doute de la composition des nuages. Et d'ailleurs, dans les modèles climatiques qui sont utilisés par les experts climatiques, ils ne modélisent pas le fonctionnement réel des nuages ou du cycle de l'eau et du carbone. Mais ils font ça, je dirais, à la truelle, puisqu'ils ont dessiné des carrés, des cubes, qui dans les premiers temps étaient extrêmement larges, c'était 100 km sur 100 km, puis ça s'est restreint, les modèles se sont affinés, et on modélise en fait les échanges thermodynamiques entre les faces. Et on fait de l'informatique algorithmique là-dessus pour essayer de prédire le climat. Mais on ne rend pas compte du fonctionnement intime, c'est-à-dire de la relation qu'il y a entre l'hydrogène et le carbone, parce que la vie, elle s'est créée par une espèce de relation d'amour entre l'hydrogène et le carbone, qui est médiatisée par l'oxygène. Pour ça, vous avez hydrogène H, H2O, puis vous avez C, le carbone, CO2. Voilà. Et quand vous avez du gaz carbonique, c'est comme un amant qui est plus ou moins chaud, puis vous avez les molécules d'eau qui sont comme des petites fiancées qui vont venir autour et qui vont se fixer en plus ou moins grand nombre, ce qui fait qu'on va avoir plus ou moins d'eau associée au carbone, et ça explique tout le climat. Mais ce mécanisme, qui est parfaitement connu, n'est pas intégré dans les modèles, parce que les ordinateurs actuels ne sont pas capables de rendre compte de l'intimité de cette relation à l'échelle de la planète. Parce qu'il ne suffit pas de le faire à l'échelle de la surface. Il y a, par exemple, la thermosphère en très, très très haute altitude est beaucoup plus chaude, elle fait 300 degrés, ce que les gens ignorent. Vous voyez, c'était les échanges thermiques entre les différentes couches de la vie sont difficilement pris en compte par les modèles. Alors, posez la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons écrit ensemble à Brice Lalonde. Je peux le dire, même s'il a fait un courrier privé. Bon, parce que j'ai été secrétaire général de Brice Lalonde à l'époque de Génération Écologie, à la belle époque, ça représentait quelque chose dans l'opinion publique, où nous essayons d'incarner une écologie différente et réaliste, etc., qui ne se contentait pas du discours officiel, vous voyez, qui essayait d'aller plus loin. Et pendant la COP21, Brice était ambassadeur de l'ONU auprès de la conférence des parties. Bon, par conséquent, il a eu forcément une connaissance approfondie des scénarios qui ont été déposés sur le bureau de la COP. Bon, comme j'ai entendu dire par des amis qui s'intéressaient maintenant beaucoup à la géo-ingénierie, on s'est dit, on va l'interviewer, on va le rencontrer, et on va lui demander ce qu'il pense de la question. Bon. Et il nous a fait une première réponse en disant, ce qui prouve quand même qu'il a réfléchi et évolué, en disant, je ne pense pas que nous allons pouvoir échapper à la géo-ingénierie. Mais les enjeux sont tellement importants pour le citoyen, tellement forts, qu'il faudrait tout de suite commencer par édicter des garde-fous, par exemple. Donc, vous disiez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, peut-être, commencer par dire ce qui est licite ou légitime de faire et ne pas faire. Comment applique-t-on le principe de précaution dans ce type d'industrie ? Ça veut dire quoi, le principe de précaution dans la géo-ingénierie, vous voyez ? Bon,
Ça, c'est du côté des gouvernements, où l'opinion peut faire pression. Et puis de l'autre côté, il faut informer le public pour que le public aide, je dirais, les niveaux politiques intermédiaires à faire pression sur les prises de décision. Il y a certainement bien d'autres choses à faire, mais il y a forcément des choses à faire. Mais le but du film, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est de dire, en même temps, à vous, un peu. C'est juste pour éveiller et qu'on se pose des questions, et les bonnes. Alors, le film Vers un climat artificiel, que vous pouvez retrouver en ligne, effectivement, sur filmedocumentaire.com, vous allez pouvoir effectivement regarder ce documentaire de Jacqueline Roche, qui a, bien comme nous tous, observé ce ciel qui est de plus en plus tracé par des lignes blanches, de plus en plus persistants, de plus en plus larges, des lignes blanches donc créées par les avions, et qui, au fil des heures, créent un véritable voile, un nuage artificiel aussi, puisque souvent on a l'impression qu'on a un très beau ciel bleu, et avec ces traces d'avions qui se croisent et se surcroisent et qui se rejoignent, on a effectivement un voile lacté qui n'est pas un nuage. Donc effectivement on a eh bien, par exemple ce manque de lumière qui manque à Jacqueline, hein, c'est ça, il y a ce manque de lumière, et puis qu'est-ce qu'il y a dans ces résidus de réacteurs, ou qu'est-ce que sont ces traînées réellement? Est-ce que vous avez pu vous poser la question, Jacqueline? Il y a plein d'associations, Ciel Voilé, Acetica, enfin il y a toutes les associations qui définissent ça beaucoup mieux. Dans c'est quoi le réfléchissement solaire? En fait, pour renvoyer les émissions solaires, il faut que ça fasse comme des miroirs. En fait, c'est des nanoparticules d'aluminium qui reflètent. Donc oui, je pense que dans les additifs au carburant, ce sont des nanoparticules. Mais je pense que le public doit surtout aller tapoter sur les associations pour avoir des informations plus précises. Donc il y a l'Axepica avec Claire Orion, qu'on salue si elle nous écoute, Ciel Voilé également, avec Valérie, me semble. Vous pouvez bien sûr aller voir ces associations et ce qu'ils pensent de tout ça, parce qu'effectivement c'est très... Alors moi je me suis amusé à... Il y en a plein d'autres, associations, oui, je crois qu'il y a Le ciel nous tombe sur la tête, enfin il y en a plein d'autres, elles sont... Et puis il y en a dans tous les pays. Et il y en a dans tous les pays. Elles sont assez efficaces aux États-Unis, au Canada et en Espagne. C'est-à-dire qu'elles sont présentes, ou alors elles arrivent à elles arrivent à avoir des émissions de télévision avec beaucoup plus d'écoute en fait. D'accord. Et alors, on a donc la possibilité sur Flight Radar, hein, qui est un logiciel en ligne, de voir comment on navigue les avions dans le ciel, et certains avions n'apparaissent pas, et souvent ce sont ceux qui laissent les plus grosses traînées. Comment on peut l'expliquer, ça? C'est peut-être des drones, hein. Des drones, oui, c'est peut-être. Alors, on a entendu parler de drones. On a entendu parler de faux avions. Peut-être, hein, c'est une question. Oui. Patrice Cernu. Bon, là on tombe sur un sujet un petit peu polémique. Non, mais c'est vrai que quand on regarde le parcours des avions de ligne, ils ne s'entrecroisent pas, alors que les traînées s'entrecroisent sans arrêt. Donc on voit bien qu'il y a différents types de traînées. Bon, c'est la raison pour laquelle dans le film on distingue avec prudence le carburant des avions de ligne, qui intègre déjà un certain nombre de composés chimiques qui produisent tous ces effets, pour des raisons, avec des objectifs économiques, mais qui ont les mêmes conséquences. Et puis les épandages, on peut appeler ça comme ça, ou les traînées qui sont produits en beaucoup plus basse altitude, alors qu'on ne voit pas les vecteurs qui les épandent. Donc il y a quand même quelque chose. Bon, il y a un certain nombre d'associations qui disent que ce sont des avions militaires, des drones et tout.
Bon, nous, dans le film, enfin moi j'en parle pas parce que à partir du moment où il n'y a pas la preuve de qui fait quoi et fait qui, et qu'on veut en rester au niveau de la preuve, donc on ne dit rien, sauf que le constat, c'est que ça existe. Et il y a une chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de composés chimiques dans les traînées. Ce sont des traînées de condensation pour la plupart du temps, mais l'eau à des états, des centaines d'états différents. Par exemple, dans certaines conditions, avec certains composés, l'eau, elle peut polymériser, elle devenir comme un plastique. Je ne sais pas si vous avez vu, parfois, on voit accrochés à des arbres... Des filaments. On en parle beaucoup de ces filaments. Voilà, c'est de l'eau polymérisée. Ah bon? Oui, c'est de l'eau. Sauf que si vous la mettez dans une poêle, elle va avoir du mal à fondre parce qu'elle est bien condensée. Bien condensée, bien polymérisée. Et ce sont un certain nombre de composés chimiques parce que l'eau a une propriété formidable. Bon, on dit qu'elle contient la mémoire de certains éléments. En tout cas, elle prend la structure moléculaire des éléments qui sont dissous en elle. Et par conséquent, avec certains éléments, on peut modifier radicalement les propriétés de l'eau, donc en faire une substance qui a des propriétés radicalement différentes, qui d'ailleurs peut-être peut donner un certain nombre de maladies, puisque vous avez la question sur laquelle je suis absolument pas compétent, mais de la maladie des Morgellons, où ceux qui touchent ces filaments auraient ensuite des problèmes de peau, des choses comme ça. Des choses qui sortent de la peau. Des choses qui sortent de la peau. Bon. En tout cas, certaines associations ont fait des analyses de ces taux de condensation lorsqu'elle est condensée ou polymérisée ou sous forme de flocons de neige, par exemple, puisque le jour du printemps, il y avait des flocons de neige énormes. Anormaux, on n'a jamais vu ça. Ah oui, moi qui viens de la montagne, j'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu des flocons pareils. Voilà, on en voit dans les décorations d'intérieur, mais pas. Oui. Et alors, vous voyez bien que si on y va par l'observation, il y a vraiment de quoi se poser les questions. Et en fait, il y a eu, je crois que c'était en octobre 2017, une dépêche de l'AFP qui parlait de la géo-ingénierie. Moi, j'ai cru à ce moment-là que ça allait donner le feu vert aux journalistes et qu'on allait pouvoir enfin avoir des vrais débats. Vous voyez bien, on est en train de parler des traînées, de la hauteur des avions, des trucs. Tout ça est très flou. On a plein de questions, on voudrait des réponses. Et pour ça, il faut que la parole soit libérée. Cette dépêche de l'AFP, elle a été déposée, d'ailleurs on l'a relayée sur la page du film Vers un climat artificiel dans Facebook. Et puis, elle a disparu, je crois, 5 jours après. C'est-à-dire que cette dépêche sur la géo-ingénierie est sortie, et puis elle a redisparu. Et les journalistes n'ont pas... En fait, nous, ce qu'on attend, c'est le débat. Où est-ce qu'on peut poser les questions? Où est-ce qu'on peut avoir des réponses officielles? C'est surtout ça, ma démarche, en fait. Alors, cette dépêche de l'AFP, elle concernait la réunion des experts climatiques préalable à la conférence de Bonn. Donc ils étaient déjà en train de se dire les États n'ont pas pris les bonnes mesures, et par conséquent il va falloir passer à la géo-ingénierie, c'était ça l'objet. Et quel procédé de géo-ingénierie faut-il retenir en priorité? Et puis ils se sont rendus compte que l'opinion n'était pas prête, que ça allait faire un bouclier, qu'on n'avait pas encore dit que c'était la catastrophe, qu'on ne pouvait plus échapper et tout, donc tout ça, ça a été... D'abord, la réunion s'est arrêtée, il n'y a pas eu de rapport final, et la dépêche, en France, il y en a dû y en avoir ailleurs, elle a été retirée. Donc on voit bien quand même qu'il y a des frémissements, et que ceux qui tiennent les manettes de ces conférences s'apprêtent à dire à l'opinion qu'il est trop tard et qu'il faut y passer. On voit bien que c'est ça qui est en train de se préparer. Sauf qu'on va pas... Pour l'instant... C'est pour ça qu'on pousse à un débat. Sauf qu'on risque quand même de ne pas avoir une explication très claire où on va nous dire qu'il s'agit tout de même d'épandage de nanoparticules. Et on risque
de nous la faire un petit peu à l'envers en nous disant qu'on va faire des retraits de CO2 avec des éléments de langage et des retraits de CO2 pour nous sauver. Donc, vous voyez, c'est difficile et il faudrait que le public soit informé réellement, pas juste dans une seule direction. Est-ce que la géo-ingénierie aurait démarré dans notre dos sans qu'on le sache ? Puisque là, on parle de... ça va se passer... De toute façon, s'ils le font à échelle industrielle maintenant, ils ont dû faire des essais. Et moi, je me souviens du ciel des années début 90. Ça fait déjà très longtemps. À l'époque, j'avais des repérages de photos. J'ai passé des années à faire des photos du ciel. Il y avait un fond bleu qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Donc, moi, je me pose la question. C'est une question, ce n'est pas une affirmation, ça, c'est pas un fait factuel. C'est de l'observation. Nous sommes avec Jacqueline Roche, réalisatrice du documentaire Vers un climat artificiel que vous pouvez retrouver sur le site filmedocumentaire.com. Nous sommes avec Patrice Ernu. Nous parlons de climat artificiel avec Jacqueline Roche et Patrice Ernu, mais on est allé beaucoup plus loin tout à l'heure avec Patrice, Monsieur Ernu qui est avec nous, qui nous disait que nous allions vers un monde artificiel, peut-être vers même un homme artificiel. Alors, est-ce qu'il y aura deux types de personnes, des personnes qui vont se dire je veux bien vivre dans ce monde, c'est ok, je n'ai pas le choix, et des personnes qui vont ne pas vouloir y aller? On va sans doute provoquer l'émergence d'une forme de résistance. Maintenant, vous savez très bien que ce sont ceux qui l'emportent qui ont raison devant l'histoire. Donc, mais on va sans doute, comme on est en train de changer de période, changer de paradigme, on est dans ce qu'on appelle une crise. Une crise, c'est des états successifs d'un changement radical. On n'échappera sans doute pas à une forme d'artificialisation. La question, c'est dans ce monde un peu ou beaucoup artificialisé, est-ce que l'individu, l'homme, le citoyen, continue à avoir la parcelle de pouvoir qu'il avait réussi à conquérir chèrement, et d'ailleurs partiellement. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train de remettre en cause les fondements de la démocratie alors qu'elle n'est pas encore accomplie. Donc on est dans une véritable crise de société. Et la différence qu'il y a malgré tout entre le côté artificiel du climat et le côté artificiel de l'homme, c'est que dans l'homme augmenté, on peut se demander si ce sont tous les hommes qui bénéficieront des progrès. Tandis que pour ce qui concerne le climat, il sera difficile d'échapper à la condition générale dans laquelle nous serons tous. Et par conséquent, c'est pour ça que le climat, au fond, la lutte contre les excès du transhumanisme est un élément intéressant, parce qu'au fond, même les puissants n'y échapperont pas. Donc c'est un débat qui intéresse tout le monde. Oui, je suis un peu cynique. C'est incroyable de voir qu'effectivement, on peut toucher au climat. Des gens l'apprennent, on l'apprend tous les jours. On pourrait considérer que c'est quelque chose d'incroyablement grand, donc difficile à moduler, mais on se rend compte que ça se fait les doigts dans le nez, des mécanismes, des techniques, que des brevets, tout ça a été déposé, tout ça marche, fonctionne, peut fonctionner. On peut créer donc de la neige, des tornades, de la pluie, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça. Et pourtant, si vous parlez aux gens dans la rue, au café du coin, c'est très dur d'imaginer qu'on puisse modifier le climat. Les gens ne sont pas prêts à ça. Je pense que nous, on a croisé des journalistes spécialistes du climat. On leur a posé la question, comment ils peuvent parler du climat sans jamais nous parler de géo-ingénierie. Et ils disent vraiment qu'ils se sont posés plusieurs fois la question et que pour l'instant, ils ont décidé de ne pas encore en parler.
je pense que les gens seraient effrayés. Hein. Moi, si je me suis attachée au ciel, c'est parce que, vous voyez, maintenant on voit que l'eau est polluée, ce qu'on mange aussi, mais l'air, sans respirer, vous voyez, c'est difficile. Et je pense que c'est quelque chose qui touche très très vite les gens. Émotionnellement, ça crée tout de suite quelque chose de fort. Et je pense que vraiment, il est important d'en parler aux gens, de commencer à en parler aux gens, parce qu'on va passer de quelque chose qui n'existait pas à quelque chose qui va être obligatoire. Quelles c'est sont des les transitions un peu rapides. Quelles peuvent être les conséquences sur l'être humain si tout devient artificiel, le climat, l'environnement, pour le coup, qui peut être largement transformé par relation de cause à effet, et nous-mêmes. En quoi peut-on être augmenté, et éventuellement, quels sont les effets éventuellement secondaires? Parce que si on devient un peu plus machine, est-ce qu'on devient un peu moins humain? C'est la bonne question. Est-ce que si le corps est augmenté, l'âme, enfin bon, ce qu'on appelle, chacun mettra midi à sa porte, mais enfin ce qu'on appelle par l'âme ne serait pas elle-même diminuée. C'est-à-dire, est-ce que finalement ce qui est l'essentiel de la nature humaine va trouver son compte dans cette évolution? C'est la vraie question, parce que le fonctionnement du corps humain est d'une telle complexité, donc on en revient, c'est comme le climat, il est d'une telle complexité qu'à partir du moment où on va commencer à agir sur un point, il va falloir réguler l'ensemble du système, et on ne va pas pouvoir demander à chaque personne de manger 3 grammes de ceci, 4 grammes de cela, de faire avec un poignet électronique 100 pas par jour, s'il ne veut pas que son assurance augmente, etc. On vit on finirait par vivre dans un enfer des recommandations qui sont faites à chacun. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Qu'est-ce qui va réguler tout ça? Forcément, ce seront des machines. Le corps finira par être régulé par une machine qui sera implantée dans le corps humain. Et la question qui va se poser, c'est où est la conscience? Où est ce qui reste du libre arbitre individuel dans cette affaire? C'est la question que vous posiez, qui est d'une grande clarté. Est-ce qu'au fond, en augmentant l'homme, on ne va pas réussir à le diminuer radicalement, voilà, à le descendre, ouais. dans ce qu'il a d'essentiel, du moins. Ouais. Voilà, bon. Ça, c'est la vraie question. Et bon, je vais dire qu'on n'a pas la réponse, on n'a pas la prétention d'avoir la réponse. En revanche, on a la prétention de dire, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est qu'il faut commencer à en discuter et à être correctement informé des enjeux de tout ça, même si c'est complexe. C'est une nécessité citoyenne que de s'informer des enjeux de cette évolution et d'en maîtriser peut-être la vitesse. Parce que aller dans le mur, c'est jouer les apprentis sorciers. Peut-être que demain, on n'échappera pas à tout ça. Mais encore faut-il le faire d'une manière qui soit respectueuse de ce qui est l'essentiel de la nature humaine. Et est-ce que pour le coup, on pourrait, d'une certaine façon, ne pas passer par tout ça et rester là où on en est? Est-ce qu'on pourrait, cette fois-ci, revenir en arrière? Et est-ce que tout ça pourrait s'écrouler également? Tout ce j'allais dire, mythe, enfin, puisque pour l'instant, on ne sait pas trop, ou alors on se doute, mais on ne veut pas en parler, comme on le disait avec Jacqueline. Est-ce que tout cela pourrait aussi s'effondrer et que ce soit qu'un mauvais souvenir, cette histoire de climat artificiel, de monde artificiel, d'humain artificiel? En fait, moi, l'issue, dans un rêve, je l'ai vu comme ça. Effectivement, ça disparaissait clandestinement, comme c'était apparu clandestinement. Et le peuple n'en était pas au courant. Ah, d'accord. J'ai rêvé ça comme ça, en fait. C'est l'issue que je voyais. C'est un beau roman. Vrai, c'est une belle histoire. Mais c'est vrai. C'est une romance d'aujourd'hui. Exactement. Et mes petits-enfants, quand je parlais de géo-ingénierie, ils disaient « Oui, elle est gâteuse, elle a toujours parlé de ça, ça n'a jamais existé. »
Allez, on était avec Jacqueline Roche et Patrice Hernu qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ici en direct sur Ici et Maintenant, vers un climat artificiel. Point d'interrogation, c'est le film de Jacqueline où vous retrouverez également largement Patrice Hernu et ses explications. Vous pouvez retrouver également le film sur filmedocumentaire.com et taper vers un climat artificiel. Merci Jacqueline Roche. Merci Thierry. Merci à vous et merci de votre animation surtout. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Alors la géo-ingénierie évidemment recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à renforcer la capacité par exemple des nuages ou de la Terre de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés. Pulvériser des particules dans l'atmosphère. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale, mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées Paragrel. Voici une fusée Paragrel que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots ou quoi que ce soit pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, il y a réellement action. Pourquoi aucune information envers les citoyens, ou même la presse ? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun.